Ressources humaines à l'IXIO. Raymond Soubi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On va entrer dans les détails de ce contexte social, mais d'abord sur le tableau général. Je voudrais vous faire réagir. C'est une réforme par jour annoncée, ou presque, un véritable tourbillon sur tous les fronts qui sont ouverts en même temps. Il y a la réforme de la SNCF, bientôt les retraites, le contrôle des chômeurs. Est-ce que selon vous, c'est la réforme pour la réforme ou véritablement vous y voyez une véritable cohérence et une colonne vertébrale? En tout cas, c'est une série de réformes qui sont inspirées du programme présidentiel, pour la quasi-totalité, pas toutes, mais la quasi-totalité d'entre elles. Donc Emmanuel Macron a comme position « j'ai dit, je fais ». J'ai dit, vous m'avez élu, je fais. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, toutes les réformes arrivent en même temps. Ou du moins, elles se succèdent à un rythme très accéléré. Il y en a une, deux ou trois par semaine. Bien. Ce qui est d'ailleurs, en un sens, l'avantage de donner cette impression, le tourbillon dont vous parliez, aux partenaires sociaux, qui ne savent plus, si j'ose dire, où donner de la tête, et qui en même temps empêchent, en les multipliant, paradoxalement, les accès de fixation. Et donc, je crois que le problème, il est moins tant dans les annonces qui se succèdent, qui d'ailleurs, quand on les regarde de près, sont des annonces générales et non pas précises. Je veux dire par là que la technique d'Emmanuel Macron commence à faire des annonces de principe qui reprennent son programme électoral, par exemple sur la fonction publique. Qu'est-ce qu'il dit sur la fonction publique? Il dit qu'il faut plus de mobilité pour les fonctionnaires. Comment? Il ne le dit pas. Il dit il faut plus de rémunération au mérite. À quel degré? Il ne le dit pas. Il dit il faut rénover le dialogue social. Comment? Il ne le dit pas. C'est habile comme méthode? Oui, parce qu'il affirme des principes. Il passe parfois par ordonnance. Donc on dit voilà une réforme très forte. En réalité, lorsqu'on lit ce qui est écrit et ce qui est dit, il n'y a rien de très précis dans ces réformes. Tenez, prenons un autre exemple, la SNCF. Bon, alors on va réformer la SNCF. Bon, alors on va faire quoi la SNCF? Quand on regarde les documents, qui sont à la fois les documents du gouvernement et les documents que la direction de l'entreprise a remis au gouvernement et qui vont être concertés avec les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'on voit concernant l'aspect social du sujet? On voit, on va réformer votre statut. Mais attention, le sujet de la retraite, qui est quand même le principal sujet du statut, est renvoyé à la réforme du régime, à la réforme générale des retraites, qui aura lieu fin 2018, début 2019. Pour l'instant, on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Deuxièmement, pour ce qu'on sait, qui concerne le reste du statut, congé, l'organisation du travail, je passe sur les détails, eh bien, ça s'appliquera aux nouveaux entrants. Par conséquent, logiquement, les cheminots doivent comprendre que si ça s'applique aux nouveaux entrants, ça ne s'applique pas à eux. Oui, mais Raymond Soubi, depuis tout à l'heure, avec vos exemples très précis, très argumentés, j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire c'est formidable parce qu'il y a une volonté réformatrice et qu'elle est là. Oui. C'est formidable parce que Emmanuel Macron fait ce qu'il a dit, mais que derrière, il y a beaucoup de communication. Oui, il y a une très forte communication sur les principes. Il y a ensuite le jeu, c'est on annonce des principes très forts. Ensuite, il y a une concertation. Actuellement, les syndicats sont dans des groupes de travail de la cave au grenier, oui. Si j'ose ainsi m'exprimer. Et le gouvernement teste les mesures pratiques qui ne sont pas encore annoncées. Il peut lâcher du lest s'il sent qu'il y a une pression sociale qui monte. Donc c'est une réforme très habile, mais on ne saura quel est le contenu de la réforme qu'à la fin du processus. Donc il y a toujours des portes ouvertes. Donc il y a toujours des portes ouvertes, ce qui rend difficile une opposition frontale. Et d'ailleurs, dans la phase actuelle, est-ce qu'il y a vraiment une opposition frontale? C'est la question que j'allais vous poser, parce que vous les avez, si je puis dire, vous les connaissez très bien, ces syndicats, vous avez travaillé avec eux, vous avez eu d'innombrables réunions avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a un véritable partenaire, pas au sens partenaire, mais un des syndicats qui va l'accompagner? Pour François Hollande, ça a été la CFDT, pour Nicolas Sarkozy également. Est-ce qu'Emmanuel Macron a cela? Oui, je répondrai peut-être sur un plan un peu différent. La position d'Emmanuel Macron, qu'il a d'ailleurs exprimée au moment de la campagne, c'est de dire que le dialogue social doit créer la règle de droit au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise, mais que s'agissant des réformes globales, c'est l'État, donc le politique, qui a la primauté sur tout le reste. Donc pas de partenaires. Donc il y a des partenaires, mais on les consulte. Ils peuvent avoir des bonnes idées, mais finalement, celui qui juge et qui a raison, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Donc c'est ça sa méthode. Bon.
Et c'est ce qui est en train de se passer à la fonction publique et à la SNCF, comme nous venons de le voir. Et c'est une méthode, en effet, très habile, parce qu'on affiche des principes, comme je l'ai dit, et puis les mesures concrètes, on les voit après. Alors, pour en revenir à mon exemple de la SNCF, le vrai sujet concret, là, de la SNCF, c'est lequel? C'est l'ouverture à la concurrence. Bon. Mais l'ouverture à la concurrence, ce n'est pas du tout lié aux réformes d'Emmanuel Macron. Ah bon? Pourtant, c'est l'argument qu'il présente, justement, par rapport à ça. Attendez. L'ouverture à la concurrence est dans une directive, et une directive européenne. La France est obligée de les transcrire en droit français avant le 31 décembre 2018. Donc, ce n'est pas une réforme d'Emmanuel Macron, c'est un ordre de Bruxelles. Oui, c'est une directive que tous les pays européens adoptent, et donc qu'on adopte. Et donc, dès lors qu'on a la concurrence, la question se pose dans les lignes qui sont acquises par des concurrents qui ne sont pas la SNCF, qu'est-ce qu'on fait des salariés qui actuellement sont sur ces lignes et sont à la SNCF? Donc, la réponse est claire, on les transfère. Mais qu'est-ce qui se passe pour eux, pour leur statut? Premier point. Et deuxième point, dès lors qu'il y a concurrence, il faut quand même une règle du jeu minimale. Donc un socle social commun. Donc il faut une convention de branche sur le ferroviaire, qui aujourd'hui n'existe pas. Et les sujets sur la table, ce sont ceux-là, et d'abord ceux-là. Ils sont nombreux. Et c'est sur ce sujet, Raymond Soubic, que les syndicats vont... Oui, je pense. Mais ils ne sont pas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne fait que répondre à une obligation qui est de transcrire la directive en droit français. Il y a beaucoup d'habileté, on va dire. Voilà. Par rapport au quinquennat de Nicolas Sarkozy, même celui de François Hollande, j'y reviens. Est-ce qu'on a aujourd'hui un contexte social et des syndicats affaiblis par rapport à avant? Avant, il y avait quand même des syndicats, non pas charismatiques, ce n'est pas une question de charisme, mais qui avaient du poids, qui avaient leur parole. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, parce qu'ils sont fragmentés, ils l'ont moins? Vous avez raison, ils sont affaiblis par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ans et a fortiori il y a 15 ans. Et on le voit à 36 signes. Par exemple, les taux de participation aux élections professionnelles diminuent. Le nombre d'adhérents des syndicats diminue. Le principal syndicat, qui était le principal syndicat jusqu'à présent le secteur privé, qui ne l'est plus, c'est la CFDT qui est passé devant récemment, qui est la CGT, est dans des problèmes tout à fait considérables, qui n'étaient pas vrais, qui n'existaient pas en 2009-2010. Et encore un exemple, vous avez des enquêtes, notamment une enquête du CEVIPOF, vous savez, qui est une enquête très lourde, d'ailleurs, elle porte sur des milliers de personnes, et on pose une question sur la légitimité, la crédibilité des syndicats depuis 10 ans. C'est très fascinant de regarder les réponses. Cette crédibilité baisse d'année en année. Même si tous baissent, hein, les politiques, les journalistes... C'est le même phénomène. Les syndicats sont mis dans le même sac, si j'ose ainsi m'exprimer, que les politiques, qui eux-mêmes ne sont pas exagérément considérés. Donc, ils doivent s'inquiéter. Et l'autre jour, Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, a dit, cette phrase quand même extraordinaire, que je trouve qu'on n'a pas assez commenté ou retenu, il a dit « Les syndicats français, aujourd'hui, peuvent être mortels ». Et lui, l'expérience de les juger. Certaines contestations, Raymond Soubic, posent question quand même. C'est le cas avec la colère des retraités. Est-ce que là, c'est pas un manque d'habileté de la part d'Emmanuel Macron, quoi qu'on en pense, un caillou dans sa chaussure? Parce que les retraités, c'est l'électorat qui a largement voté pour lui. Et donc, dans les urnes, même là, dans les législatives partielles, c'est peut-être ça, ce résultat que l'on voit déjà. C'est coup de semonce. Oui, alors ce qui se passe sur les retraités, c'est que vous avez deux phénomènes. Vous avez un premier phénomène, qui est le phénomène factuel, c'est qu'on leur augmente la CSG. Bon. Et alors, Emmanuel Macron et son gouvernement pensaient que comme 40% des retraités sont exemptés de la CSG, qu'il y aurait la taxe d'impôt, bref, que globalement, ça passerait. Bien. Et ça ne passe pas. Et ça ne passe pas à la fois pour les raisons d'impact sur le niveau des retraites, du moins de certains des retraités, mais aussi parce que les retraités, je crois, n'apprécient pas d'être montrés du doigt, et qu'on leur dise, mes enfants, eh bien écoutez, vous avez eu une vie heureuse, vous êtes une génération préservée. Maintenant, il y en a beaucoup qui considèrent que leur génération n'a pas été si préservée que ça, qu'ils ont eu des débuts de carrière. Donc, ils sont, je dirais, de manière identitaire, touchés. Et de la même manière, je peux faire cette comparaison sur les cheminots. On a vu que les problèmes concrets des cheminots, en vérité, ils sont aussi touchés sous leur aspect identitaire. Comme si la situation de la SNCF, les défauts dans la qualité du service et les déficits de la SNCF
l'endettement de 46 et quelques milliards d'euros, dépendent en grande partie du statut des cheminots. Bien entendu pas. Alors que le statut des cheminots, bien sûr, mais ce n'est pas de là qu'il y a C'est très intéressant ce que vous dites. Vous me parlez de différentes catégories, si je puis dire, touchées d'un point de vue identitaire. Oui, et donc la question que je vous pose, est-ce que Emmanuel Macron, peut-être consciemment ou inconsciemment, n'est pas en train de monter un petit peu, parfois, les uns contre les autres? J'ai en mémoire ce qu'il avait dit, tiens, je vous le dis, Raymond Sauby, au Salon de l'Agriculture. C'était un cheminot, quelqu'un qui était au Salon et qui lui a dit, mais regardez ma situation. Et Emmanuel Macron lui a répondu en disant, mais regardez la situation des retraités, des agriculteurs qui n'auront pas leur retraite. Est-ce que ce n'est pas une manière d'opposer les différentes catégories? Je crois que c'est à la fois une manière d'opposer les différentes catégories et surtout, ce sont des raisonnements rationnels. Par exemple, l'autre jour, on l'a vu sur tous les écrans, il y a 3 jours, 4 jours, un jour peut-être, le président de la République a été interpellé par une retraitée. Oui. Bon. Et il lui a fait un cours. Il lui a dit, madame, elle dit, moi j'ai payé pour ma retraite, je veux avoir ma retraite. Il dit, non madame, vous n'avez pas payé pour votre retraite, ce sont les actifs de l'année qui financent les retraités de l'année. Par conséquent, vous avez intérêt à ce que les actifs soient prospères. Par conséquent, vous avez intérêt à vous serrer un peu la ceinture, pas le mot qu'il a employé, mais c'est ce que ça voulait dire pour eux. Et on voyait à l'écran que cette dame était dans l'état d'incompréhension. Parce qu'elle parlait avec son émotion, avec parce qu'elle parlait de son émotion. Et que les argumentations des gouvernements sont les argumentations économiques et rationnelles. Je ne sais pas si juste d'ailleurs. Et donc elle se fracasse sur, j'allais dire, la réalité, le quotidien. Et la perception qu'ont les gens et le sentiment de leur identité, qu'on porte un peu atteinte à leur identité. Et c'est ça le problème, essentiellement, SNCF et retraités. Plus largement, est-ce que vous pensez vraiment que ça va mieux en France, Raymond Sauby, et pour qui? Souvent, on nous parle ici dans les débats des chiffres, des statistiques, de l'INSEE, mais ce que ressentent véritablement les gens, est-ce que ça va mieux et pour qui? D'abord, objectivement, ça va beaucoup mieux. Oui. Parce que la croissance est à un niveau, non pas exubérant, 2% de croissance, oui. C'est pas formidable. Enfin, loin de l'exubérance. Beaucoup mieux que ce qu'on a connu depuis des années. Sur les créations d'emplois, on a un niveau de création d'emplois de 250 000 emplois sur l'année écoulée, net. Apparition, moins net. Donc, honnêtement, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux en raison de la politique menée? Non, ça va mieux. Peut-être en raison des politiques menées. Peut-être en raison des politiques menées et surtout de l'environnement. Oui, mais il y a toujours un décalage entre ce que les économistes nous disent et ce qu'on ressent. Et ce que les gens ressentent. Une dernière question, vraiment, il nous reste quelques secondes. Une différence, si vous en avez une en tête, entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, dans la façon de réformer et d'agir? Moi, je crois qu'ils essayaient tous les deux de saturer le paysage. Il y a un problème qui s'est passé très vite pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'il s'est heurté à la crise de 2008. Et la crise de 2008, que j'ai connue de très près, a tout cassé. Je veux dire, il a fallu reconstruire et relancer l'économie. Et c'est ça qui explique autre contexte, la grande différence. Merci à vous, Raymond Sauby. Merci d'avoir été notre invité, de nous avoir éclairé sur ce contexte social que vous connaissez si bien. Restez avec nous sur CNews en direct, bien sûr, à suivre ces punchlines avec Laurence Ferrari. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir. C'est demain, les Voix de l'Info. Le grand JT, c'est avec Éric Mouriot. Puis vos débats, des Voix de l'Info et toujours le grand entretien. Merci à vous, belle soirée.